Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Collas, je travaille à l'Agence du numérique en santé sur les sujets d'interopérabilité, principalement sur les couches services et transports du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information et donc je suis également responsable du développement du modèle et des nomenclatures des objets de santé et ainsi que de la méthode d'élaboration de spécifications fonctionnelles des échanges. Et bonjour à tous, je suis Pauline Hurtebise. Je travaille à Rennes pour la société Kerival et je suis prestataire depuis plus de 2 ans maintenant auprès de l'ANS et je travaille avec Sylvie sur les sujets du modèle des objets de santé et la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges, deux sujets qu'on abordera. Alors, avant d'aller au cœur du sujet, déjà une petite présentation de l'Agence du numérique en santé, tout du moins ces 3 missions. Donc, pour vous rappeler que nous créons ou tentons de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé par des actions qui vont de l'élaboration des référentiels de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Ça passe aussi par la gestion de l'annuaire des professionnels de santé, la mise en disposition des moyens d'authentification et nous accompagnons les structures de santé sur la cybersécurité. Pour la deuxième mission, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques, eh bien ça va être par le biais de financement, d'appels à projets, ou aussi en favorisant la diffusion de connaissances via notre plateforme de formation, en organisant aussi des rencontres, enfin plutôt des webinaires actuellement, et ou en concertant via notre plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle participer.isanté.gouv.fr, et puis en accompagnant des projets pilotes. Et enfin, la dernière mission, donc, qui est d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Par exemple, tels que la mise en place du SI-SAMU Centre 15 sur l'ensemble du territoire, la gestion de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé ou encore la mise à disposition du portail de signalement des événements sanitaires indésirables ou encore aussi du site d'information publique en santé qui s'appelle santé.fr. Alors, il y a juste un tout petit prérequis avant de suivre notre présentation. Nous espérons que vous avez eu tous l'occasion d'assister au webinaire d'introduction à l'interopérabilité et au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, parce que lors de ce webinaire, que nous avions d'ailleurs préparé avec Pauline, vous allez retrouver toutes les bases que nous n'allons pas pouvoir répéter aujourd'hui, parce que sinon ça durerait bien plus longtemps qu'1h30. Et puis donc, ça y est, on entre enfin dans le vif du sujet, le sommaire. Donc d'abord, une petite introduction de ce que c'est le MOS, le modèle des objets de santé, les nomenclatures associées, la méthode. Ensuite, la définition de ces trois concepts, on va dire, qu'ils sont des référentiels socles, ce que ça veut dire également, leur contenu. On ira quand même vers des cas pratiques avec des exemples pour bien vous montrer comment ça peut s'appliquer. Et puis, nous aborderons aussi la manière dont nous développons ces référentiels par un développement continu pour aller vers la publication et vous montrer où vous pourrez tout retrouver à la fin de ce webinaire. Donc on va commencer par un petit exemple pour faire office d'introduction. Et on va prendre un contexte d'un besoin d'échange et de partage d'informations entre deux systèmes ou plus. Et là, je vais prendre l'exemple de deux acteurs qui souhaitent communiquer, mais qui n'utilisent pas de référentiel, pas de langage commun, pas les mêmes termes. Et la compréhension va être difficile, voire impossible entre ces deux personnes. Par exemple, l'acteur de gauche va relier à la notion d'établissement de santé celle d'une personne morale pour les établissements sanitaires.
alors que la personne de droite, l'acteur de droite, pour cette même définition, va relier la notion d'entité juridique. Ils parlent de la même chose, mais n'ont pas utilisé le même terme. De même, pour des nomenclatures, pour une liste de codes, deux acteurs qui vont avoir besoin d'une liste de types de professions peuvent imaginer un nombre de codes et un nombre de libellés différents. Si ces deux acteurs ne partagent pas un référentiel commun, on voit bien que la communication entre les deux va s'avérer difficile. Si maintenant on se base sur deux des référentiels socles que sont le modèle des objets de santé et les nomenclatures, ils partageront la définition d'entité juridique qui sera la même et ils sauront, quand ils utilisent le terme entité juridique, à quoi cela correspond. Et ils sauront que quand ils utilisent une nomenclature, ici nommée par exemple TRE R288, la liste des codes et les codes seront figés et ils vont utiliser tous les deux cette même nomenclature. Alors, qu'est-ce qu'on va aujourd'hui détailler dans ce qu'on appelle des produits socles ou cette famille de produits socles disponibles? Il y a tout d'abord le modèle des objets de santé. Donc, sous la forme d'un diagramme UML qu'on va vous détailler par la suite, des nomenclatures d'objets de santé, des listes de codes et la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges qui est constituée en plusieurs étapes que l'on abordera également. Cette famille de produits se positionne au niveau d'interopérabilité dit sémantique. Alors, pour rappel, le niveau d'interopérabilité sémantique, c'est le niveau qui permet de garantir que la signification précise de l'information échangée, cette signification, elle est préservée et elle est comprise par l'ensemble des partenaires de l'échange. On dit souvent en d'autres termes que sur le niveau d'interopérabilité sémantique, ce qui est échangé est ce qui est compris. Cette famille modèle des objets de santé, nomenclature des objets de santé et méthode intervient dans la constitution d'un volet. Alors pour rappel, un volet du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé est composé de 3 éléments. Le premier, c'est la spécification fonctionnelle des échanges. Le deuxième, c'est l'étude de normes et standards. Et le dernier, ce sont les spécifications techniques. La famille de produits intervient plus particulièrement sur la spécification fonctionnelle des échanges, mais elle intervient finalement dans toute la création du volet. Alors, nous allons passer à la partie définition du MOS et des NOS. Alors, le MOS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire modèle, si je développe l'acronyme, c'est le modèle des objets de santé. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une bibliothèque de concepts, un ensemble de concepts qui vont être décrits de manière neutre, de toute syntaxe et homogène. Et puis, c'est aussi une description commune et mutualisée des informations qui vont être traitées, qui sont traitées dans les systèmes d'information et les échanges entre systèmes d'information. Ça, ils sont sous la forme d'un diagramme de classe UML. UML veut dire Unified Modeling Language. C'est un langage qui nous permet de travailler sur l'analyse en fait des concepts, des composants, des processus. Ça permet de faire un certain nombre d'analyses. Et donc ce diagramme de classe UML, il va offrir une description littérale de chaque objet en français et accessible à tous. C'est-à-dire qu'on va avoir la structure que vous voyez à droite, et derrière cette structure, vous allez avoir des descriptions de tous les composants en français. Il va favoriser la cohérence et la neutralité de ces objets vis-à-vis des standards existants. On est dans l'interopérabilité, vous l'avez vu la dernière fois dans la présentation de base, on est sur des standards d'échange. Et donc là, on n'est pas sur du standard, on est sur la partie au-dessus, on est sur la partie définition de concept. Et puis enfin,
donc, dans ces concepts, on a des concepts de type texte, on le verra un peu plus tard, comme le nom de famille d'une personne, mais on a aussi des codes qui sont décrits dans le MOS. Eh bien, on a associé à ces codes toutes les listes de valeurs possibles qui peuvent y être associées. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas, il y a une page, on y reviendra plus tard, une page MOS sur le site e-santé. Donc, si vous cliquez donc, sur un code du MOS, vous allez tomber sur les nomenclatures des objets de santé. Donc, qu'est-ce que c'est que les NOS ou une NOS, une nomenclature d'objets de santé? Ben, en fait, ça va être une liste de codes, un code avec son libellé, donc des codes avec leur libellé, d'éléments structurés, des systèmes ou domaines sur lesquels l'ANS est amené à intervenir. C'est un petit peu le périmètre des NOS, c'est-à-dire que là, on ne va pas être sur le périmètre SNOMED-CT ou le périmètre LOINC. On est vraiment sur du périmètre sanitaire, médico-social, social, mais qui n'est pas le périmètre médical. L'objectif des NOS, c'est de constituer également un référentiel commun qui va favoriser l'interopérabilité des systèmes d'information puisqu'on va harmoniser les codes et les libellés. Donc, quand nous allons échanger les codes, comme vous en avez parlé, Pauline, à l'introduction, on va savoir ce qu'on échange déjà. Et puis, il y a différents formats que nous publions. Nous publions les NOS au format PDF pour pouvoir lire facilement le libellé qui correspond à un code. On a aussi le plus vieux format qu'on utilise en informatique ces dernières années, c'est le comma separated value, c'est-à-dire que les valeurs dans le fichier sont séparées par des virgules, des points-virgules. Nous utilisons aussi un format XML. Alors, c'est une extension en fait de SVS. SVS veut dire Sharing Value Set. C'est un standard d'IHE. Donc, IHE, c'est un organisme de standardisation au niveau de la santé. Et donc, ils ont défini un standard pour pouvoir définir les jeux de valeurs. Et donc, et par exemple, le dossier médical partagé réutilise ces jeux de valeurs. Et ils utilisent aussi d'autres jeux de valeurs, aussi en CSV, qui sont les points JV. Ça, c'est un petit peu à part pour eux. Et puis, depuis septembre 2020, nous publions les NOS au format JSON. JSON, c'est vraiment un format beaucoup plus pour la mobilité. Et nous utilisons un dialecte Fire, puisque donc JSON, je ne vais pas aller trop loin sur les dialectes en interopérabilité, mais il faut savoir que JSON, c'est un format commun, enfin qu'on peut utiliser, mais on peut le personnaliser en fait. Et Fire, c'est une personnalisation de JSON pour la santé. Et donc, c'est disponible depuis fin septembre 2020, depuis la semaine dernière. Je vais vous parler du périmètre du modèle des objets de santé et des nomenclatures. Donc là, vous avez le diagramme UML du modèle des objets de santé, qui est une des premières parties qu'on va appeler cette partie-là plutôt bibliothèque de composants. Puis je vais vous présenter la deuxième partie qui est toute neuve. Le MOS et les NOS, c'était d'abord circonscrit au secteur sanitaire. Et de plus en plus, on développe des concepts et ça s'étend sur les secteurs sociaux et médico-sociaux. Alors, le diagramme UML que vous voyez ici, par rapport à la bibliothèque de composants, est divisé en parties ou packages. On reviendra un petit peu sur les différences UML par la suite, mais je vais déjà vous détailler l'ensemble des parties qu'aborde cette bibliothèque de composants. La première, c'est la personne prise en charge. Alors, ceux qui ont connu le MOS peut-être depuis un moment savent que cette partie s'appelait avant patient, mais patient, c'est un terme qui se restreint vraiment au secteur sanitaire. Et comme notre objectif, c'est vraiment d'étendre le modèle des objets de santé, c'est une partie qui a été renommée en personne prise en charge et qui va regrouper l'ensemble des classes et attributs liés à la personne physique qui va recevoir les soins ou qui va être bénéficiaire de services. La deuxième partie, c'est la partie sur les professionnels. Donc là, dans cette partie, vous retrouverez toutes les classes qui vont nous permettre de décrire le professionnel, son identité, ses professions et ses situations dans lesquelles il exerce ses professions, principalement.
La troisième partie, c'est la structure. Ici, cette partie, elle est composée de 2 classes, l'entité juridique, la personne morale d'un établissement, et l'entité géographique, ses sites ou ses lieux. Il y a aussi la partie organisation. Cette partie-là va décrire le fonctionnement, le découpage interne d'un établissement, que ce soit en pôle, en unité élémentaire, en unité fonctionnelle. C'est vraiment une partie qui va nous permettre de s'adapter à chaque mode de fonctionnement dans l'établissement. Il y a la partie autorisation que nous avons totalement revue et retravaillée cet été, donc qui peut être nouvelle pour certains. Ici, on est sur l'autorisation. Cette partie, en fait, vient décrire des activités sanitaires, sociales, médico-sociales et d'enseignement, mais aussi des équipements matériels lourds d'un point de vue de tout ce qui est autorisé. On a une partie sur les accords. Donc là, c'est plutôt au sens des modalités réglementaires, contractuelles ou de financement. Par exemple, les contrats, les autorisations d'exercice, les agréments. Il y a aussi la partie dispositif d'authentification. Celle-ci, c'est lié aux cartes et aux certificats. La partie type de données. Donc là, on va vous expliquer aussi comment les données sont typées. Ici, vous pouvez retrouver tous les types simples comme la date, l'heure, les textes. Et enfin, la partie classe commune. Alors, on va détailler par la suite les classes communes. On y reviendra un tout petit peu plus en profondeur. Sachez que cette partie regroupe l'ensemble des classes communes et qu'une classe commune peut être utilisée comme type pour n'importe quel attribut du MOS. Par exemple, si on prend la classe adresse, elle peut être utilisée par une personne prise en charge pour décrire l'adresse d'une personne prise en charge, comme l'adresse d'une entité géographique. La deuxième partie du MOS, et qui, elle, est toute récente, puisque nous avons publié la première version de cette partie, donc, qui est la mise en œuvre en septembre 2020, donc la semaine dernière. Cette partie, elle nous permet d'illustrer la réutilisation des composants de la bibliothèque, donc du diagramme qu'on vient juste de voir. Elle est toujours en cours d'élaboration. On vient de la publier pour la première fois et on l'a construit au fur et à mesure. Mais sachez qu'on propose déjà une première version de la réutilisation des concepts du MOS pour la construction de l'identification nationale de santé. Donc, par exemple, ici, pour construire l'INS, nous avons repris l'identifiant de la personne prise en charge, son IR ou son IA, ainsi que ses traits d'identité qui sont dans la classe personne physique. Une deuxième classe a été ajoutée dans cette partie mise en œuvre sur la contextualisation. Et donc là, c'est une histoire de nomenclature. Ça permet en fait, à partir de ce point d'entrée qu'est le MOS, de pointer vers des terminologies de référence, des nomenclatures qui peuvent être réutilisées pour construire un jeu de valeurs avec d'autres nomenclatures. C'est un tout petit peu plus complexe, mais on pourra voir ça par la suite. MOS, c'est une initiative internationale. Je vous invite, si vous parcourez le modèle des objets de santé, à chercher la description mise en équivalence qui permet en fait de trouver les équivalences que nous avons réalisées avec des initiatives internationales, que ce soit pour les classes ou pour les attributs du MOS. En fait, quand on ajoute un concept dans le MOS, on va d'abord regarder ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire chez HL7, Fire, CENIC, comment ce concept est abordé. Et ensuite, quand on l'intègre au modèle des objets de santé, si nous avons trouvé des équivalences, nous l'indiquons à travers cette description mise en équivalence. Alors, nous allons faire une petite partie sur la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges. Ce petit focus, donc, il faut savoir que c'est une méthode qui suit une démarche MDA, c'est-à-dire que c'est une démarche qui va être guidée par le modèle.
Elle permet de réaliser une modélisation par étape que nous allons détailler d'un processus métier depuis son identification jusqu'à la description des informations échangées. Le plus important à retenir, et vraiment j'insiste, c'est que lorsque l'on déroule la méthode et qu'on va construire les spécifications fonctionnelles des échanges, il faut savoir que c'est une étude qui est sémantique, qui est indépendante de toute syntaxe ou de toute technologie qui pourrait être choisie par la suite. Si vous vous souvenez du schéma du volet, la spécification fonctionnelle des échanges est la première brique de la constitution d'un volet et c'est par la suite qu'on étudie les normes et standards qui seront appropriés pour ce cas d'usage et pour réaliser le volet. Si peu importe le résultat de l'étude des normes et standards, la spécification fonctionnelle des échanges n'est pas impactée. C'est quelque chose qui est neutre vis-à-vis de ce standard qui est choisi. Elle est constituée de 6 étapes. Alors, la première est un petit peu particulière, puisque la première, c'est une synthèse, c'est un rappel des éléments juridiques et organisationnels qui auront déjà fait l'objet d'une étude, qui n'est pas à faire dans la rédaction des spécifications fonctionnelles des échanges, mais ça vient rappeler et poser un cadre nécessaire pour la suite de l'étude. La suite des 5 étapes que je vais vous présenter sont chacune constituées d'un diagramme et d'une description textuelle. La première étape, on vient poser le contexte. C'est la première étape, on vient décrire quel est le périmètre de notre étude, qu'est-ce que l'on va aborder. Et on va faire ça grâce ce qu'on propose, en tout cas nous, dans la méthode, c'est un diagramme de pactage qui va nous permettre de voir exactement ce qu'on va étudier par la suite. Quels sont les processus que l'on va étudier. Une fois que l'on fait ça, on passe à l'étape 2. Et là, on va venir définir les processus collaboratifs qui sont dans le périmètre de notre étude grâce à un diagramme de cas d'utilisation. Une fois qu'on a identifié, défini les processus, on va venir les décrire. Et l'objectif de la 3e étape, c'est d'identifier les flux qui vont être échangés entre les acteurs, puisque ce sont ces flux-là qui nous intéressent en termes d'interopérabilité. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes-là, alors oui, je n'ai pas précisé, la 3e étape, nous préconisons un diagramme d'activité. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes, on s'arrête et pour chacun des flux, on va venir discuter avec le métier. On va venir identifier quelles sont les informations qui vont être véhiculées dans ces échanges. Et on va récolter leur terminologie et leur définition. Alors, avant de passer à la 5e étape où on va venir modéliser le flux, il va falloir regarder sur toutes les informations métiers qu'on a récoltées, lesquelles sont déjà présentes dans le modèle. Certaines, par exemple, une personne du métier peut nous parler d'un patient. Eh bien, on sait que ça se raccrochera au concept personne prise charge dans le modèle des objets de santé, dans la bibliothèque de composants. Et on va vérifier que la définition qui est donnée par le métier correspond à la définition du MOS pour que l'on soit sûr que ce soit les mêmes concepts dont on parle. Grâce à cette étape, on va pouvoir venir aussi enrichir et modifier le MOS. Et donc, la dernière étape de la méthode, une fois qu'on a notre ensemble de concepts identifiés par le métier, on sait s'il y en a déjà qui sont dans le MOS ou pas. Ça va nous aider pour pouvoir venir faire la modélisation avec soit des concepts repris du MOS, soit des concepts qu'on va être obligé de construire puisqu'ils ne sont pas déjà présents dans le MOS. Et on obtient comme ça un diagramme de classe pour chacun des flux, sauf pour les flux de recherche parce que ce n'est pas approprié. Alors, merci Pauline. On revient sur la notion de référentiel socle au niveau de ces 3, de MOS, NOS et de méthode. Alors déjà, pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça et pourquoi utiliser le MOS et les NOS? Et en fait, déjà, ça peut servir à quoi? À mutualiser et réduire les efforts au moment de l'analyse et de la conception d'un système ou d'une application. Donc, vous allez réutiliser les composants.
comme vous l'a dit Pauline, à travers la méthode, par exemple. On n'est pas obligé de réinventer ce que c'est que le nom de famille d'une personne. C'est déjà dans le MOS. Ça va permettre aussi d'assurer le fait de mutualiser, de réutiliser les composants. Évidemment, vous allez assurer une certaine cohérence dans vos développements internes. Une application va être développée avec les mêmes composants qu'une autre application au niveau interne. Et puis enfin, ça va assurer la cohérence avec des applications de systèmes externes, puisque le MOS et NOS sont publics. Là, vous pouvez avoir aussi une cohérence avec des applications des systèmes externes et les utiliser dans vos échanges. Et quand on parle échange, on parle de cohérence d'échange entre systèmes. Là, on est sur le secteur de l'interopérabilité. Donc, au niveau de la feuille de route du numérique en santé, MOS, NOS et méthodes en fait font partie de l'orientation qui s'appelle intensifier l'éthique, la sécurité et l'interopérabilité des SI en santé, et donc plus particulièrement sur l'action interopérabilité. Donc, quelques utilisations. Déjà, les spécifications fonctionnelles qui sont faites dans le cadre d'interopérabilité sont écrites maintenant via la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges qui vous a été présentée par Pauline. Donc, et MOS et NOS sont utilisés via cette méthode pour les spécifications fonctionnelles des volets des couches services et transports du cadre d'interopérabilité. Les nomenclatures, elles sont utilisées à la fois dans les mêmes couches services et transports du cadre et aussi dans les en-têtes des documents CDA du cadre d'interopérabilité et également dans les profils français FHIR publiés par Interop Santé. Ils ont utilisé les NOS. Et enfin, les NOS, la fabrication des NOS, on va dire, va devenir une unité de production du Centre de gestion des terminologies de santé. Donc, ça va se faire à partir de l'année prochaine. Toujours sur la même orientation, le MOS et NOS sont aussi utiles pour la généralisation des identités numériques des acteurs de santé. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés comme référence pour la modélisation du RPPS, c'est-à-dire du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, aussi dans l'annuaire national de référence des professionnels de santé inscrits dans les répertoires nationaux, RPPS et ADELI, ce qu'on appelle annuaire santé. Et le MOS a notamment permis d'accélérer des spécifications fonctionnelles d'un tout dernier service qui est en développement, qui est autour de l'enregistrement des professions à rôle dans les établissements. Le MOS est également sous-jacent au modèle d'exposition du ROR et de santé.fr. Les NOS sont les nomenclatures d'annuaire santé, du ROR, de santé.fr. Et enfin, la modélisation en cours du MOS pour RPPS+, donc on a parlé dans règles, mais là après on est sur le référentiel, qui est donc l'extension de ce référentiel RPPS aux acteurs du médico-social et social. Toujours sur la feuille de route, nous sommes aussi impliqués dans une autre orientation qui s'appelle accélérer le développement des services numériques socles. Dans le DMP, les NOS sont utilisés dans les métadonnées, dans les nomenclatures des métadonnées de type code des documents du DMP. MOS et NOS sont aussi utilisés pour la qualification des acteurs non professionnels de santé de la messagerie sécurisée de santé. Pour les outils de coordination, le programme e-parcours, MOS, NOS et méthodes sont la base de spécifications fonctionnelles, notamment les spécifications fonctionnelles du cercle de soins. Ces spécifications fonctionnelles, si ça vous intéresse, développées par le GCSI Bretagne, sont en concertation à partir d'aujourd'hui ou demain. Enfin, l'utilisation de MOS et NOS, donc tout ou partie, une partie à la limite de ce qui a été développé dans les systèmes, programmes et projets tels que le système d'information des cartes des professionnels de santé, le système d'information et de télécommunication des SAMU Centre 15 ou encore le système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles.
Enfin, pour aller un peu plus dans le détail des utilisateurs, mais je ne vais quand même pas vous nommer tout ce qui est écrit sur cette page, sinon on ne va pas tenir notre heure et demie. Donc au niveau des systèmes, programmes, projets, référentiels de données, donc là je parle de référentiel en tant que mine de données, minerai de données, si on peut les appeler comme ça. Là, vous avez tout ce qui est ROG, ROR, ENREG, SICPS. J'en ai parlé dans les pages précédentes. Ensuite, nous travaillons, MOS et NOS sont aussi impliqués dans des projets de la CNAM, par exemple la refonte Airfos de l'offre de soins. Ensuite, donc au niveau des régions, nous avons déjà fait des formations, MOS et NOS au grade, par exemple. Et puis, il faut reciter le cercle de soins, qui est une des premières réalisations d'un GCS à partir du MOS, NOS et méthode. Des éditeurs, alors soit des éditeurs qui téléchargent les NOS mensuellement, par exemple Nicesoft, ou encore l'association Interop Santé qui réutilise les NOS, ou encore des éditeurs avec lesquels nous avons eu des discussions très intéressantes et qui sont potentiellement intéressés. Je citerai par exemple Roche ou DIRIPS. Enfin, au niveau du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, mais en fait, MOS, NOS et méthode sont maintenant les spécifications de base, comme vous l'a montré Pauline en début de présentation dans l'introduction, de toutes les spécifications fonctionnelles des échanges. Cette première partie, ce premier livrable dévolé des couches services et transports. Le contenu maintenant. Alors avant d'aller plus loin, si donc ces travaux vous intéressent, vous allez être obligé d'aller dans le modèle et de comprendre certaines notions que nous n'avons pas inventées, que nous réutilisons, donc de ce langage qui s'appelle Unified Modeling Language. C'est un langage développé par l'OMG, Object Management Group, qui est donc une institution de standardisation au niveau mondial. Donc, il y a trois notions importantes qui sont la partie. Alors, si vous regardez le MOS sur la figure, vous allez voir les grandes parties grises. Donc, les grandes parties grises, c'est ce qu'on appelle partie ou package en UML. Et donc, elles vont regrouper les classes. On essaie de regrouper les classes en parties fonctionnelles. Ce que vous a expliqué Pauline tout à l'heure. Vous avez la personne prise, vous avez tout ce qui est autour du professionnel, tout ce qui est autour de l'organisation ou encore de la structure. On a essayé de faire de regrouper comme ça pour que ce soit mieux classé et beaucoup plus facile au niveau de la compréhension du modèle. Les classes. Alors, les classes, ce sont les petites boîtes bleues qui sont dans les parties. Donc, une classe, c'est un ensemble d'objets qui partagent la même sémantique, les mêmes attributs, les mêmes opérations. Alors, il n'y a pas d'opération dans le MOS. C'est un modèle qui n'est pas dynamique. C'est un modèle statique, le MOS. Et les mêmes relations. Et donc, on arrive aux relations, ou qu'on appelle encore associations. Donc, c'est les traits qui relient les classes. Alors là, ce sont des relations sémantiques. Elles sont donc représentées par un trait et elles impliquent en fait des connexions entre des instances de classe. Donc, qu'est-ce qu'on pourra voir comme instance bon, on en verra peut-être plus tard dans la présentation. Alors, si on prend par exemple l'entité, tiens, c'est là-dessus que je vais vous l'expliquer. Donc, cette structure, en allant plus loin, entité juridique, entité géographique. Donc, ça, c'est ce que vous avez dans le MOS. Donc là, en fait, le MOS, on part toujours, et on a fait pareil pour la méthode, on part toujours du plus gros, et puis petit à petit, on va toujours vers le détail, pour essayer aussi de bien expliquer les choses. Enfin, ou le mieux possible en tout cas. Donc en fait là, on était sur cette partie ou package structure. Ce package, il a deux classes. Il a l'entité juridique et il a l'entité géographique, deux classes. Et qu'est-ce qu'on a? On a une relation, par exemple, entre l'entité juridique et l'entité géographique, qui est que une entité juridique est reliée, enfin à ou possède, on pourrait dire presque,
une à plusieurs entités géographiques. Une entité géographique au niveau structure, c'est ce qu'on appelle un établissement. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la PHP, la PHP, c'est une entité juridique, par exemple basée rue des Victoires, et elle a donc plus de 36 établissements, donc ou encore entités géographiques. Alors sur cette vue, où on est déjà plus sur un package en particulier, vous avez les classes qui sont reliées avec, enfin les classes bleues, qui nous intéressent, qui sont reliées avec des petites classes en jaune. Donc ça, c'est pour vous rappeler le contexte, avec quel package, avec quelle classe de quel package elles sont liées. Donc les autres donc vous voyez, quand vous êtes sur cette vue, vous voyez les autres parties du MOS et les autres liens. Alors, toujours pour aller plus loin, parce que je vous ai parlé d'attributs, mais je ne vous ai pas donné la définition. Qu'est-ce qu'un attribut? Bien, en fait, vous avez vu les petites boîtes bleues, donc ces classes, quand on les ouvre et quand on va dans le détail, on voit une série de lignes qui sont des attributs. Par exemple, dans la personne physique, vous avez la civilité, le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, etc. Alors en fait, ça, ce sont ce qu'on appelle les attributs de la personne physique. Et ces attributs, en fait, ils sont typés, c'est-à-dire que c'est un peu le domaine de l'attribut, le domaine de valeur de l'attribut. Par exemple, le domaine de valeur d'un nom de famille, ça va être du texte. On n'a pas de code pour un nom de famille. Mais par exemple, le sexe de la personne ou la langue parlée de la personne, on va pouvoir y associer des codes. Donc, des codes, on va voir plus tard, qui seront liés à des nomenclatures. Mais ça, c'est la slide suivante, je vais un petit peu trop vite. Et dans mon attribut, qu'est-ce que je trouve aussi? Je trouve des cardinalités. Alors ça, les cardinalités, c'est ce que vous voyez dans les petits crochets. Ce sont le nombre d'éléments minimum et maximum que l'attribut peut posséder. Alors, quelques-uns d'entre vous, pour vous éviter de le mettre dans le chat, vont dire, mais faites n'importe quoi là, tous vos attributs, ils sont à 0. Dans le MOS, ils sont à 0. Oui, bien dans le MOS, en fait, on a mis, c'est un parti pris. Les attributs du MOS sont quasiment tous optionnels. Pourquoi? Parce que le MOS, ce sont des concepts et qui vont être réutilisés par des applications. Et une application, quand elle réutilise les concepts, c'est un petit peu comme l'histoire des terminologies de référence et les jeux de valeurs. Elle va prendre ce dont elle a besoin et elle va restreindre. Elle va dire, moi, j'ai besoin du nom de famille, absolument. Donc, je vais mettre un et il n'y en a qu'un, il est unique. Donc, je vais mettre 1 et 1 dans mon attribut. Je n'ai pas besoin du nom d'usage de la personne. Je n'ai pas besoin d'avoir son sexe dans mon application. Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de connaître sa langue. Donc, je vais mettre 1. Il peut en avoir. Moi, en général, il a... allez, on va mettre indéfini parce que je ne sais pas, on peut avoir associer plus de langues. Ou alors, non, moi dans mon système, je peux en mettre que 2. Je peux mettre que 2 codes langue. Donc, je ferai 1, 2 au niveau des cardinalités. Et puis, enfin, si je reviens sur mes types d'attributs type code, donc je vais tomber sur les nomenclatures. En tout cas, là, on arrive aux classes communes et je crois que je dois laisser la parole à... C'est après le code. C'est après. Ouais. C'est encore à moi. C'est pas grave. Tellement emporté. Vas-y. Oui. Je vais juste revenir sur les classes communes. Donc, on a vu qu'il y avait des types, date, texte, code. Mais il y a des types d'attributs qui vont être complexes. Ça va être beaucoup plus compliqué de les définir. Ce n'est pas juste du texte. Par exemple, l'adresse. Pour définir une adresse, nous, dans le MOS, on a défini une classe qui s'appelle adresse et qui a un nombre important d'attributs. Alors, quand une personne prise en charge a une adresse, eh bien, on lui met qu'elle a un attribut adresse de correspondance, par exemple, qui est de type adresse. Et ce type-là, il est défini dans la partie classe commune. Donc, en fait, une classe commune, c'est une classe qui peut être utilisée comme un type de données par n'importe quel attribut du MOS. Il y a 2 représentations équivalentes de l'utilisation en fait, des classes communes. Donc, vous connaissez peut-être l'une ou l'autre. Sachez que ces 2 représentations sont équivalentes. Dans le MOS, vous trouverez uniquement
la représentation qui est à gauche, qui est en fait beaucoup plus concaténée et beaucoup plus simple pour nous à représenter dans le MOS. C'est-à-dire que la personne prise charge va posséder un attribut qui s'appellera adresse correspondance, qui est de type adresse. Mais ce serait exactement la même chose d'écrire que personne prise charge, là, elle n'a pas d'attribut adresse de correspondance, mais elle est liée, elle a une association en fait qui est de type composition avec la classe adresse. Et les deux veulent dire la même chose. Alors maintenant, nous passons à la notion d'héritage, donc qui est une notion UML également. C'est un mécanisme en fait au sein duquel les éléments les plus spécifiques vont incorporer la structure et le comportement d'éléments plus généraux. Donc nous, dans le MOS, on n'a pas de comportement, on n'est pas sur, il n'y a pas d'opération. Ils vont juste adopter la structure. Et un exemple, c'est le professionnel, la personne prise en charge par rapport à la personne physique. Ça va nous permettre en fait de ne pas définir 3 fois le nom de famille, le nom de famille de la personne physique, du professionnel ou de la personne prise en charge. Donc, on va mettre en commun dans la personne physique tous les attributs qui seront communs au professionnel ou à la personne prise en charge. Et donc, le professionnel va hériter de tous les attributs de la personne physique et va aussi posséder ses attributs propres que la personne physique n'a pas. Idem pour la personne prise en charge. En UML, on appelle personne prise en charge ou professionnel des classes spécialisées. Cette relation avec la petite flèche, ce sont des relations d'héritage, c'est comme ça qu'on les retrouve, d'héritage ou des relations de généralisation ou de spécialisation. Et la classe personne physique est une classe généralisée. Enfin, au niveau des conventions de nommage, que ce soit dans le MOS ou les NOS, nous avons besoin de conventions de nommage pour bien structurer ce que nous faisons. Pourquoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, enfin, vous voyez bien dans la présentation, je peux oublier même de laisser ma parole à ma collègue. Je peux très bien définir le matin un concept et le soir l'appeler autrement. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça et donc on est obligé vraiment d'avoir des choses strictes. On est sur de la sémantique, sur de la définition. Donc tout ce qui est donc les conventions de nommage que nous avons prises, c'est que les articles, les propositions, les accents, on les retire quand on nomme une classe ou quand on nomme un attribut. Les noms sont toujours au singulier. Les noms des classes et les types de données sont en upper camel case et les noms des attributs sont écrits en lower camel case. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de majuscules en dos de chameau ou de minuscules en dos de chameau? C'est très simple. Si vous regardez par exemple la classe qui existe, il y a une classe qui s'appelle diplôme d'État. Donc, on ne va pas pouvoir le mettre comme ça, on ne va pas pouvoir l'appeler comme ça, puisqu'on a notre convention. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'accent du O, on enlève le D apostrophe, on enlève l'accent du E d'État. On regroupe les deux informations, on regroupe les deux noms et en fait, ça va faire une bosse de chameau puisque le état, on va lui mettre le E, on va lui mettre une majuscule. Comme c'est une classe, on va commencer par une majuscule. Et on fait la même chose pour nom de famille, on enlève le 2, on regroupe les choses, on met un grand F et c'est un attribut, ça commence par une minuscule. De plus, vous verrez sur le modèle, sur le diagramme, ça c'est un petit peu la faute de l'outil que nous utilisons, les notations pour les cardinalités sont parfois, on a l'impression qu'il y a des manques. Par exemple, quand il y a un minimum de 1 et un maximum de 1 sur les attributs, vous n'allez pas avoir de notation sur le diagramme. Donc, voilà un peu les limitations qu'on a sur le diagramme, mais n'ayez pas peur, quand vous allez lire la documentation avec tout ce qui est description, documentation qui est derrière le diagramme, vous allez retrouver les attributs avec, où on aura 1,1, 1,1. Toujours au niveau de la description textuelle du MOS. Et c'est bien d'avoir la structure parce qu'on voit un peu comment les classes et tout cohabitent ensemble. Mais le MOS, vraiment, et c'est pour ça qu'on le fait en français,
parce qu'après, on sait très bien que ça va aller sur un standard, que ce sera écrit en anglais et tout ça. C'est vraiment, les gens doivent, vous allez travailler avec le métier, avec Moss et Nos. Il faut vraiment se comprendre. Et on va se comprendre en français ici. Bon. Et donc, la classe personne physique, elle va avoir, par exemple, une définition. À chaque fois qu'on peut reprendre des définitions juridiques, on les reprend. Sinon, on essaie de voir avec les partenaires quelle est la meilleure définition. De plus, là, on a parlé des mises en correspondance. Pour personnes physiques, vous avez des mises en correspondance avec Fire R4 ou avec CEMIC qui sont person. Vous avez après, au niveau des attributs, c'est présenté sous forme d'un tableau dans la documentation. Vous avez le nom de l'attribut, donc par exemple la civilité, le nom de famille. Donc ça, ce sont les noms des attributs. Avec les conventions dont je vous ai parlé. Ils vont avoir donc des cardinalités, 0,1 pour la civilité, et puis on va leur donner un type de données. Par exemple, la civilité, c'est un code, le nom de famille, c'est un texte. Ensuite, si on va dans la description de code, on a une description plus ou moins aboutie. On essaie de faire toujours au mieux et toujours suivant donc, nos conventions de reprendre les descriptions juridiques quand elles existent. Et nous y mettons aussi les mises en correspondance avec les standards existants. Et ce qui peut être intéressant, c'est que nous allons associer, vous voyez ce petit TRE R80 civilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le petit nom, parce que nous avons aussi des conventions de nommage, de la nomenclature, donc de la terminologie de référence. Là, on ne va pas être sur du jeu de valeur, puisqu'on n'est pas sur de l'application, qui est associée à la civilité. Donc, vous voyez sur cette page, vous êtes sur le modèle, donc sur la classe du MOS, vous allez sur la civilité, vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite sur la nomenclature et vous allez ouvrir la nomenclature en PDF, donc la nomenclature de la civilité de la personne. Et sur, donc vous voyez là, il y a un lien http mosisanté.gouv, etc. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur une page où vous allez avoir cette nomenclature civilité qui vous est proposée dans les différents formats CSV, XML, SVS, JSON Fire, etc. Donc ça, vous allez le trouver en cliquant sur ce lien. Un exemple, pour mieux comprendre deux parties très importantes dans le modèle des objets de santé, ce sont les parties professionnelles et les parties structure. Je vais commencer à vous détailler la partie professionnelle et Sylvie, la partie structure. Si on fait un zoom sur cette partie professionnelle, on va s'intéresser aujourd'hui à trois classes très importantes. La classe professionnelle, donc qui permet en fait de donner toutes les caractéristiques du professionnel et de la personne physique, puisqu'elle hérite des attributs de la personne physique. De l'exercice professionnel, donc là, on va venir décrire la profession de ce professionnel et l'identité sous laquelle il exerce cette profession. Et enfin, on va avoir un exemple sur la situation d'exercice, c'est-à-dire la situation dans laquelle il exerce la profession qu'on vient de définir. On va prendre l'exemple de Madame Dupont-Sophie. Ça, c'est la personne physique. Mais elle est professionnelle, donc elle a un identifiant en tant que professionnelle. Madame Dupont-Sophie exerce deux professions. Elle est d'une part masseur kinésithérapeute et d'autre part, elle est sage-femme. Mais elle n'exerce pas ces deux professions sous la même identité. Dans le premier cas, pour masseur kinésithérapeute, elle exerce sous le nom de Madame Dupont, qui est son nom de famille. Mais entre-temps, elle est devenue sage-femme, elle s'est mariée et son nom d'usage, c'est Madame Martin. Et elle choisit pour exercer cette activité le nom, son identité de Madame Martin pour être sage-femme. Donc là, on est au niveau sa profession et une identité pour sa profession. Pour chaque profession, elle aura des situations d'exercice, dans les situations dans lesquelles elle va venir exercer cette profession. Donc, par exemple, en tant que masseur kinésithérapeute, elle exerce depuis 2013 en tant que salariée dans un établissement de santé.
un exercice professionnel peut être lié à plusieurs situations d'exercice. Par exemple, une situation d'exercice est finie. Elle était libérale en tant que sage-femme de 2005 à 2010. Et puis, depuis 2011, elle est passée en tant que salariée. Alors, donc là, on vient de décrire uniquement le professionnel et on vient d'entamer la définition de la situation d'exercice. Mais ça va être lié évidemment à la structure. Alors, oui, ça va être lié à la structure. Parce que si vous regardez dans le modèle, donc ce que vous a décrit Pauline et l'exemple d'instance de ce modèle, vous aviez donc à droite le professionnel, l'exercice professionnel, la situation d'exercice. Et vous voyez, il y a un lien, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un lien entre la situation d'exercice et l'entité géographique de la structure. Et donc, si on reprend notre exemple avec les instances d'objets, donc cette structure. Vous avez donc Madame Sophie Dupont qui exerce en tant que masseur kinésithérapeute, comme salariée et là comme type de fonction, elle est personnel d'établissement de santé depuis le 1er janvier 2013, mais où eh bien, où ça va être par ce lien qu'on a vu dans le modèle. Donc, au niveau de l'instance, c'est le lien. Elle exerce dans cette entité géographique d'hôpital, donc avec la dénomination EG. Là, on retrouve les composants du MOS. Dénomination EG qui est Hôpital universitaire de Paris, centre site Broca PHP. C'est exactement la dénomination qu'on trouve dans FINES et avec ce numéro FINES. Cette entité géographique, vous vous rappelez, dans le modèle, on a un lien entre l'entité géographique et l'entité juridique. Et elle a un lien avec une instance d'entité juridique qui est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et puis, on sait très bien que cette assistance publique des hôpitaux de Paris, elle a d'autres entités géographiques et par exemple un lien vers une instance qui serait l'hôpital Cochin Tarnier, la PHP. C'est sa dénomination. Alors, on va aborder la dernière partie du MOS, NOS et méthode. N'hésitez pas si vous en avez. Donc, quand et pourquoi le MOS et les NOS évoluent? Alors, nous avons choisi maintenant de travailler sur un développement continu de ces spécifications. Alors, en gros, comment ça fonctionne? Donc, sur un cycle mensuel. Donc, en fait, au niveau des projets confiés à l'ANS ou des besoins en interopérabilité de la part des acteurs avec qui nous travaillons, par exemple, un nouveau code autorisation au niveau du FINES, ou encore l'Aurore a besoin d'avoir un nouveau code d'activité opérationnelle. Eh bien, en fait, ils vont nous envoyer leur demande de modification. Donc, c'est vraiment très formel. Ils vont rédiger la demande de modification. Et donc, nous, équipe Mosnos, on va récupérer toutes ces demandes, on va les collecter et on va les instruire pendant le mois. Une semaine avant la génération de la nouvelle version du MOS et des NOS, on va geler l'instruction. On ne va pas la geler parce qu'on a envie de se reposer, on va la geler en fait pour que les projets et donc parce que donc on a des personnes qui sont correspondants d'acteurs extérieurs, vont pouvoir étudier les modifications et voir si ça a un impact sur leur programme. Est-ce que le programme ROR, si il y a une modification du FINES, est-ce qu'ils vont mettre en place cette modification? Donc ça, ils vont nous répondre au bout d'une semaine en disant je valide, mais je ferai la modification, par exemple, de mon jeu de valeur ROR un peu plus tard. Et ça, je vous referai une demande de modification plus tard. Donc, et le dernier vendredi du mois, le matin, on a un comité de validation où on passe en revue, en fait, toutes ces modifications et on voit si on met à jour le MOS et les NOS.
Une fois que c'est mis à jour, une fois que tout le monde est d'accord, enfin une fois que tout le monde est d'accord, on met à jour, c'est validé, et on génère, donc on génère MOS et NOS et on publie le vendredi après-midi en général. Enfin, je vous dis vendredi, mais c'est très très souvent comme ça. Donc c'est à la fin du mois, on génère donc MOS, NOS, et aussi très important parce que donc notre version, en fait, c'est pas une version 1, 2, 3, 4, 5, ça va être la date, ça va être 09 2020, 08 2020. Ça va être cette version, une version mensuelle. Donc, c'est très important aussi de mettre à jour l'historique des modifications du MOS et des NOS. Et donc là, publier en même temps que les nouvelles nomenclatures, enfin tout le package des nomenclatures, vous allez avoir l'historique des modifications mois par mois. Donc ça, c'est très important pour s'y retrouver. Et puis, dès le lendemain, eh bien, enfin dès le lundi, on va dire, on va réaccepter les nouvelles demandes de modification. Alors, pour vous donner une idée, on a mis quelques métriques ici, donc qui sont calculées depuis début janvier, donc janvier de cette année, jusqu'à septembre. Donc, on s'est arrêté la semaine dernière sur la dernière publication. Le MOS, aujourd'hui, ça représente 516 attributs qui sont répartis dans 57 classes, regroupées dans 9 parties. On est aujourd'hui, sur ces 9 premiers mois de l'année, à 66 créations d'objets, 49 modifications, 9 suppressions et 22 renommages. Quand on parle d'objets, c'est aussi bien des classes que des attributs. Côté nomenclature, cette fois, eh bien, nous avons donc 3 types de nomenclature. On a évoqué légèrement cet aspect-là. Donc, l'équipe maintient 206 terminologies de référence, 116 jeux de valeurs et 20 tables d'association. Les tables d'association permettent de mettre en correspondance des codes venant de plusieurs tables. Cela représente depuis le début de l'année 51 demandes de modification et 32 nomenclatures créées. Alors, où trouver tous les éléments qu'on a mentionnés aujourd'hui? Alors, vous pouvez vous rendre sur e-santé.gouv.fr. Dans la rubrique interopérabilité, vous avez un onglet qui s'appelle Modèle des objets de santé. Sur la droite, donc vous aurez toute une page sur le MOS et sur la droite, vous avez une partie documents à télécharger et liens associés pour chacune des pages. De la page du modèle des objets de santé, vous avez accès vers la page des nomenclatures ou de la méthode. Qu'est-ce qu'on vous met à disposition sur cette page? Donc, sur le MOS, vous pourrez retrouver le MOS au format PDF, Excel, mais aussi tout en bas, dans le lien associé, vous aurez le MOS en version HTML. Oui. On le met à jour tous les mois et vous pouvez retrouver les modifications depuis janvier 2019. Vous avez aussi une plaquette de présentation. Donc là, en fait, c'est un format A4 qui regroupe l'ensemble des informations à savoir sur le modèle. Et donc, en bas à droite, on vous a mis le lien vers cette page. Vous avez aussi la page nomenclature. Donc, sur cette page, vous pouvez, comme sur la page MOS, en fait, retrouver l'ensemble des nomenclatures sous différents formats, que ce soit les formats PDF, CSV, XML, SVS ou le petit nouveau JSON-Fire. Vous pouvez aussi retrouver les jeux de valeurs du CIS et les conventions de nommage qu'on a évoquées. L'historique des modifications aussi, donc pareil, vous ne trouvez pas l'historique juste du mois précédent, mais une compilation des derniers mois. Et comme pour le modèle, vous avez accès à une plaquette de présentation, des nomenclatures, le même format que pour le modèle, c'est-à-dire un A4 avec toutes les informations essentielles sur les nomenclatures.
Alors, depuis cet été, on vous propose un accès direct aux nomenclatures dans le lien associé en bas à gauche, là. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à la liste, en fait, des nomenclatures. Et vous aurez un dossier pour chaque nomenclature. Et quand vous cliquez dans ce dossier, vous retrouverez l'ensemble des formats pour cette nomenclature. Donc, c'est tout nouveau là depuis cet été. Enfin, pour la méthode, alors sur la page méthode, vous allez pouvoir avoir le PDF qui vous explique la méthode étape par étape avec la description de chaque étape, les diagrammes, les règles que nous vous conseillons et des exemples. Et vous trouvez aussi un exemple complet annexé à la méthode par la suite. Enfin, il y a une petite plaquette de présentation sur la méthode qui vous répète l'ensemble des étapes et vous donne aussi les objectifs de la méthode. Pour aller plus loin, sachez qu'il y a des formations dédiées sur chacun des sujets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit MOS, NOS, parce que c'est vrai qu'on a assez peu évoqué les nomenclatures, ou la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges. Pour ça, n'hésitez pas à contacter Sylvie, on l'a déjà fait à la demande et on sera ravis de pouvoir vous aider. Merci, merci à tous pour votre attention. Ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir présenter nos travaux. Merci.